Nous avons un rendez-vous sur le plateau du Salon de l'immobilier de Marseille avec Thierry Moali, qui est directeur de l'ADIL des Bouches-du-Rhône. L'ADIL, c'est l'agence départementale d'information sur le logement, une sorte d'observatoire, on pourrait le dire comme ça. Monsieur Moali, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, présentez-moi un petit peu l'ADIL, son organisation, ses missions. Alors l'ADIL, en fait, exerce une mission de service public, d'information des particuliers et des professionnels sur l'ensemble des questions de l'habitat, c'est-à-dire sur les questions juridiques, financières et fiscales. Et à cet égard, on va renseigner les particuliers sur leurs projets d'accession à la propriété, d'investissement locatif, sur les questions, j'allais dire, d'urbanisme, de construction, d'amélioration de l'habitat. Alors, j'avais sur ce plateau ce matin un notaire et on parlait effectivement du processus d'achat et de la chaîne des acteurs qu'on peut aller voir. Et souvent, on ignore finalement que des organismes comme le vôtre existent. Pourquoi finalement les acquéreurs potentiels n'ont pas ce réflexe d'aller voir des professionnels de l'immobilier pour être conseillés? Alors, certains l'ont quand même, oui. Parce que si on souvent on se fie à l'agent immobilier. Ou... Oui, bah on peut le faire aussi, je veux dire. Simplement, nous, on considère qu'en amont d'un projet immobilier, il est bon de bien se renseigner avec des partenaires neutres que nous représentons sur ce salon, et qu'effectivement, dans la mesure où l'acte de construire revêt, j'allais dire, des aspects extrêmement techniques, eh bien, il faut, j'allais dire, avoir des connaissances sur le cadre juridique de l'opération, comment va se passer le compromis de vente, l'acte authentique, est-ce que je vais acheter un logement ancien, un logement neuf, est-ce que je vais construire une maison individuelle, et pour tous ces types de cas, eh bien, il y a un cadre qui peut s'appeler le contrat de construction de maison individuelle, qui peut s'appeler une vente en l'état futur d'achèvement. Et finalement, on sait que l'acte d'achat, eh bien, ça constitue le principal investissement dans la vie d'un individu. Oui, c'est l'achat d'une vie. C'est l'achat d'une vie et il faut pas se tromper. Alors le marché, on en parle un petit peu. Alors, on parlait de marché à l'achat, puis on parlait des loyers après. Le marché va mieux. Le marché va mieux. On peut dire qu'il s'est régulé, il s'est assaini. Après une longue période où les prix étaient très hauts, eh bien, ils ont commencé à baisser. On peut dire d'ailleurs que le marché s'est retourné dans la mesure où ce sont plutôt les accédants, les acquéreurs qui ont pris la main d'ailleurs sur le marché. La demande qui maintenant est oui, sur l'offre. La demande, j'allais dire, est mieux entendue. Mais ça peut ne pas durer aussi, hein. Oui, alors après, c'est toujours très difficile. Oui, parce que tant qu'il y a du stock, effectivement, la demande est reine. Après, ça peut s'inverser. Voilà. Puis je crois aussi que les professionnels savent s'adapter à la demande. La particularité de notre territoire, c'est qu'on est sur une demande qui n'a pas forcément énormément d'argent dans notre secteur. Donc les produits et les prix doivent être adaptés tant dans l'ancien que dans le neuf. La moyenne, enfin, le médian, c'est quoi? Quel type d'appartement et quelle somme, grosso modo? Alors, bon, ce qu'on voit, nous, c'est vrai qu'on suit plus particulièrement l'ancien, puisque les personnes qui viennent nous voir ont des ressources plutôt moyennes, j'allais dire. On est souvent, aujourd'hui, sur des achats de l'ordre de 175 180 000 euros. Donc type 3 plutôt? Oui, des types 3. On est sur une demande qui émane des primo-accédants. Et ils sont souvent, d'ailleurs... en tout cas, il pourrait bénéficier du prêt à taux zéro. Évidemment, bon, le prêt à taux zéro, il est moins axé sur l'ancien aujourd'hui. Et donc, quand en tout cas, on est sur des publics qui peuvent bénéficier du prêt à taux zéro et qui vont acheter un logement neuf, eh bien, on va se situer sur des logements d'un montant à peu près de 200 000 euros, à peu près. Et avec un prêt à taux zéro qui va être, j'ai un exemple là que j'ai pris sous les yeux, un prêt à taux zéro qui pourra être par exemple en zone B1 sur notre secteur, qui pourra aller jusqu'à 70 000 euros par exemple, et qui viendra solvabiliser l'accédant. B1, on rappelle, c'est le zonage qui a été fait avec la loi Macron. Oui, alors donc on a effectivement revu le zonage en France parce qu'il ne correspondait pas à la tension des marchés. Et donc pour ceux qui voulaient faire un investissement locatif ou qui voulaient acquérir un bien, les aides publiques dont ils pouvaient bénéficier, elles n'étaient pas suffisantes par rapport à l'effort qu'ils devaient consentir. Donc certaines zones du département, par exemple Aix, n'étaient pas considérées avant comme une zone tendue. Elle l'est aujourd'hui, elle est en zone A. Donc ça, c'est une amélioration considérable qui permet aux accédants d'être mieux solvabilisés et aux professionnels de mieux adapter leurs produits. Vous me disiez la région, dans l'ensemble, a plutôt profité de cette réforme du zonage. Oui, non, c'est une réforme extrêmement bénéfique au territoire.
Alors parlons des loyers maintenant. Les loyers qui sont, tout le monde s'accorde à le dire, plutôt sur une tendance baissière, même si c'est à la marge quelquefois. Oui. Et là aussi, on peut dire que la demande a pris un peu la main. Oui, c'est le même scénario qu'on a vécu sur la transaction. On avait des loyers qui avaient augmenté assez considérablement. Et puis, ayant atteint un niveau assez important, ils ont commencé à stagner et aujourd'hui, ils commencent à baisser. Alors, c'est une baisse qui ne se voit pas de façon flagrante, tout simplement parce que le parc locatif a un taux de rotation très faible. Mais il faut quand même reconnaître que dès lors que les logements sont reloués, ils sont le plus souvent reloués à la baisse. Et les bailleurs, lorsqu'ils relouent, ils doivent obligatoirement faire des travaux qui ne doivent pas se résumer d'ailleurs à un coup de blanc, comme on dit. Ce sont des travaux de modernisation profonde. Et beaucoup pour des raisons diverses, rechignent à les faire, soit par manque de liquidité, enfin de disponibilité, soit aussi par des intérêts pour leurs biens. Oui, alors bon, je pense que très peu de bailleurs aujourd'hui résistent à cette obligation de faire des travaux. Je crois qu'ils ont tous pris conscience qu'il fallait le faire, tout simplement parce qu'il y a une concurrence très forte aujourd'hui qui existe entre les logements anciens en location et les logements neufs qui sont offerts par les dispositifs d'investissement locatif. Donc le neuf est devenu la référence pour les candidats à la location. Et donc, forcément, les logements qui ne donnent pas lieu à des travaux vont rester très longtemps inoccupés. Et ça, c'est pas bon pour un bailleur. Alors justement, c'est au directeur de la DIL que je m'adresse. Quand on parle effectivement de logements anciens, on se rend compte, si on est Marseillais, qu'à Marseille, il y a un vrai problème de rafraîchissement, voire même de ravalement de façades. On a de très très belles façades, quels que soient les quartiers, quels que soient les noyaux villageois. Et on voit de manière claire que ce n'est pas fait. Il y a beaucoup d'immeubles qui sont en jachère d'une certaine manière. Qu'est-ce que peut faire? Alors je sais bien que la ville n'est pas très riche. Qu'est-ce que peut faire la ville? Est-ce qu'on peut imaginer que dans les 10 ans ou 20 ans à venir, avec ce Marseille qui bouge, on ait un parc locatif ancien ou un parc ancien qui se rénove un petit peu quand même? Oui, alors pour répondre à votre question, il faut faire un petit peu d'historique sur ce parc existant. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur une ville dont le parc existant est très ancien. Par définition, il est plus dégradé qu'ailleurs. Donc j'allais dire, la tâche est plus importante en volume. Bon, traditionnellement, j'allais dire, on est sur un parc privé où normalement la collectivité n'a pas à intervenir. On a malheureusement sur ce secteur des copropriétés qui vont pas forcément très bien et des copropriétaires qui n'ont pas forcément toujours les ressources pour voter des travaux. Donc avant de travailler effectivement sur l'aspect façade, encore faut-il travailler sur la structure du bâtiment, et sachant qu'aujourd'hui on travaille aussi énormément sur des considérations de performance énergétique. Ce qui fait que tout ça cumulé... On a du retard. On a du retard. On commence par changer effectivement les fenêtres, de mettre des doubles vitrages. Oui. Mais quand il s'agit effectivement de nettoyer la façade, bon, c'est des travaux qui coûtent souvent ce sont des travaux très chers. Ce sont des travaux qui coûtent cher. En plus, les aides à l'amélioration de l'habitat ne cessent d'être modifiées et ne font pas figurer dans les priorités les façades. On va plutôt travailler effectivement sur cette isolation. Mais moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui que tout type de travaux qu'on peut entreprendre sur un immeuble, que ce soit sur les parties communes ou les parties privatives, tout type de travaux peut introduire un volet performance énergétique. Et est-ce que vous, la dites, vous avez un rôle, par exemple, on va dire de sensibilisation des banques, par exemple, ou des établissements financiers? Vous discutez avec eux pour essayer de trouver des solutions? La DIL, elle est une émanation d'un partenariat très riche, puisque les banques, les notaires, les constructeurs, les promoteurs, tout cela sont nos administrateurs, j'allais dire. Donc c'est à travers eux que notre conseil s'établit. Je pense que tout le monde est conscient, mais on bute sur une chose quand même, c'est la plupart du temps la solvabilité des ménages parce qu'on se fait une représentation souvent des propriétaires comme étant des nantis. Or, quand on regarde les statistiques, les propriétaires, ils sont propriétaires d'un bien ou d'un ou deux biens. On n'est pas sur des rentiers. Je pense qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, être bailleur, c'est pas forcément quelque chose de simple. On va revenir quelques instants sur le neuf, puisque ici au salon de l'immobilier, il y a beaucoup de promoteurs qui vendent des programmes neufs. Qui profite du PTZ à Marseille, du prêt à taux zéro pour le neuf? Alors, bon, effectivement, à Marseille, le prêt à taux zéro fonctionne déjà. Ça, c'est une chose. Vous savez que c'est un prêt réglementé, c'est un prêt qui est constitutif d'apport. Et effectivement, en général d'ailleurs, quand on va bénéficier du prêt à taux zéro, on va aussi bénéficier du chèque premier logement, puisque la grande particularité de notre territoire, c'est que nous sommes
avec une commune qui, elle aussi, promeut l'accession à la propriété. Donc, de toute façon, on est sur un prêt qui est sans intérêt, mais qui est accordé sous certaines conditions de ressources et fonction aussi du coût de l'opération. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, on est souvent sur des opérations, j'allais dire, d'à peu près 200 000 euros, et on sera sur des jeunes couples, de toute façon primo-accédants, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas été propriétaires de leur résidence principale sur les 2 dernières années. Hein. Ça, c'est vraiment un point essentiel de la réglementation. Et donc, ils doivent s'engager à l'occuper à titre de résidence principale. Ben écoutez, Thierry Moilly, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous donner ces informations. Vous dirigez, je le rappelle, l'Agence départementale d'information sur le logement qui a pour mission, évidemment, de regarder le marché, mais aussi, vous l'avez dit, d'informer et aussi de manière partenariale d'organiser le monde du logement dans la région avec, vous le disiez, vos différents partenaires. Merci d'être venu et on se retrouve, nous, un peu plus tard sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Marseille.